Chapitre 18 sur Maître Omraam et sur la fraternité blanche universelle. Chapitre, encore une fois, que je n'avais pas prévu de faire, puisque j'avais fini mon travail. Mais il se trouve que depuis lors, il y a des réactions, et qu'il tant qu'il y aura des réactions, j'aurai des choses à dire. Parce que je ne suis pas une victime, et que j'exprimerai clairement les choses jusqu'au bout. Même si l'entité Omraam, telle que je l'ai expliqué, a été capable de faire des choses merveilleuses et fantastiques. Mais l'entourage de Omraam est devenu de plus en plus malade. Alors, je vais donc répondre directement à Gabrielle, une grande sœur de la fraternité de Montpellier, qui est d'ailleurs une des causes principales de la publication de ce livre, puisqu'au début, j'avais fait ce petit ouvrage uniquement pour Mathieu, avec les vérités positives et négatives de Omraam, et je ne voulais pas en faire un drame national, ce qui est en train de devenir maintenant, parce que Gabriel a eu vent de ça et a agi d'une façon tellement malhonnête au nom de la fraternité, que plus on répondra malhonnêtement et plus je continuerai à révéler des vérités. Alors, premièrement, donc, Gabrielle a déclaré que quand elle a écouté une partie de mon livre où elle a entendu des choses sur le Maître Omraam, sa seule réaction, ça a été d'aimer encore plus le Maître Omraam. Et en fait, cela veut dire qu'il ne cherche pas un maître spirituel, il cherche un papa. Ce sont des gens qui sont en manque de papa, ce sont des gens qui sont complètement paumés et qui veulent adorer leur papa. Donc leur papa a toujours raison, quoi qu'il fasse. Il prend des petites filles en photo à poil qui écartent les jambes et tout, mais ouais, mais c'est tellement mignon parce que c'est mon papa. Ça me rappelle aussi certaines mamans qui disent « Oh, mon fils est tellement beau, il a été capable de braquer 3 grands-mères, il les a même pas fait saigner, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est gentil. » Oui, c'est un point de vue très subjectif de la maman qui adore son fils. Là, on est à peu près dans le même protocole par rapport à Omraam. Donc plus on prouve certaines choses, et plus Omraam est aimé et adoré de ses disciples. C'est grave, parce que là, cette fois-ci, on est à fond dans le protocole de la secte. Il n'y a plus aucune intelligence, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune forme d'intelligence, plus aucune forme de discernement. Gabriel aussi déclare que dans mon livre, il n'y a que de l'astral par rapport à Omraam, c'est-à-dire du truc négatif par rapport à Omraam. Et encore une fois, là, on voit la subjectivité totalement délirante et fanatique de cette femme, puisque je suis certain que bien des gens critiqueront mon ouvrage dans le sens où je révèle aussi des choses tout à fait vraies, même si vous ne le croyez pas, et positives que ce maître a fait avant ou après sa mort. Et ces gens qui sont tellement fanatiques par rapport à ce maître ne sont capables d'écouter mon ouvrage que dans le sens négatif. Toutes les choses négatives qui sont dites par rapport au bon fin, par rapport à la fraternité, par rapport à Maître Omraam, c'est tellement horrible qu'ils n'entendent que ça. Mais tout le reste, ils n'entendent pas. Ils ne sont pas en train de dire, c'est un livre qui parle de choses positives et de choses négatives. Non, c'est un livre qui ne parle que de choses négatives, puisque les choses positives, c'est la vérité absolue, c'est évident, c'est un petit peu comme si je disais que je respire. Par contre, les choses négatives ne peuvent être que des mensonges horribles, démoniaques et sataniques. Et cette capacité d'entendre cet ouvrage d'une façon si subjective ne fait que de largement démontrer le fanatisme de ces gens-là. Et à ce point-là, c'est très grave. C'est très très grave. Alors après, je ne vous dis pas les références intellectuelles des gens, c'est que Gabrielle, pour avoir la preuve que ce que je dis est un mensonge, elle va voir un médium ou une médium. Waouh, ça c'est du protocole, dites donc. Alors, mon point de vue par rapport à la médiumnité, parce que je ne suis pas un fanatique, c'est qu'il y a des gens, dont je fais partie, qui peuvent être très sensibles.
hypersensible, une espèce de télépathie. Ceci étant, même dans la science, même les Russes par exemple, ils utilisent par exemple remote viewing, qui est une espèce de forme de télépathie qui est utilisée même pour l'espionnage, pour des recherches scientifiques. Donc il y a des choses qui existent, mais le point c'est de pas de les prendre d'une façon fanatique. C'est-à-dire qu'une intuition, une inspiration, peut être une information qui sera plus ou moins déjà réelle, ça peut être du fantasme total, ça peut être une certaine intuition, et plus ou moins manipulée par mon astral. Tout comme d'une façon très simple, si j'ai une fille qui est devant moi que j'aime pas du tout, je vais la trouver très négative. Si j'ai une fille que je trouve très bandante physiquement, eh ben je vais la trouver très positive. Qu'est-ce qu'elle allume bien les cigarettes? Alors que moi je suis contre les cigarettes, contre le fait de fumer. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fume bien quand elle fume, c'est tellement excitant. Quoi? Mais de quoi tu me parles, Edgy? Je croyais que t'aimais pas les gens, les filles les personnes qui fument. Ah oui, mais elle est tellement belle, c'est tellement beau quand elle fume. Ce qui se passe au niveau physique, psychologique, par rapport au physique, ça se passe aussi chez les médiums, parce qu'un médium, c'est un être humain. Donc nous pourrions accepter qu'un médium a une certaine sensibilité. Je pense que ce serait fanatique de dire que ça n'existe pas, mais qu'un médium ait la voix de la vérité, certainement pas. C'est à un certain point de vue. De surcroît, on doit prendre un autre aspect. Un médium, par définition, est un mec hypersensible, ou une fille hypersensible. Donc elle va être hypersensible sur certaines mémoires qui nous entourent, mais elle va être aussi hypersensible sur le champ énergétique que vous portez. Donc selon le niveau de la médium, soit elle lit la vérité et le champ énergétique autour du monde, on va dire, dans tout le réseau de network, de réseau de l'humanité, soit elle lit vos pensées sous forme de télépathie inconsciente. Et dans ce cas-là, une médium qui vous dit oui, votre mari vous trompe, c'est peut-être pas forcément la vérité, elle est simplement, même sans le savoir, en train de lire vos craintes à vous d'une façon télépathique inconsciente. Donc, dire que la médiumnité n'existe pas, non. Dire que la médiumnité c'est la vérité absolue, méfiez-vous. C'est bien pour ça que moi j'estime qu'une intuition, qui est une forme de médiumnité, c'est une information que je devrais utiliser pour prendre une certaine direction. Par exemple, si je reviens vers les filles, j'ai l'intuition que cette fille est ouverte vers moi. Peut-être parce que c'est juste de l'intuition, parce que j'ai eu des micro-informations de PNL. Quoi qu'il en soit, j'ai l'intuition. Mais c'est pas pour autant que je vais essayer de l'embrasser. Si elle dit non, lui dire que c'est une salope. Ça veut dire que je vais essayer d'utiliser cette information, puis je vais essayer de l'inviter au restaurant, je vais essayer ceci, ça. Puis je vais voir si mon intuition me permet d'aller vers une réalité qui va se conclure dans la matière, ou si c'est une fausse information. Donc une intuition devrait être prise en considération, mais devrait être largement vérifiée. Et cette femme, Gabrielle, donc, pour démontrer que je dis des mensonges par rapport à l'Omram, au lieu de se renseigner auprès des membres de la fraternité, d'aller voir des gens, de poser des questions, de faire une enquête, parce que je donne des références, des noms, non, elle va voir une médium, et la médium lui dit « Oh mais Edgy est quelqu'un du très bas astral. » Donc c'est une preuve que j'ai menti. Eh ben, si ça, c'est pas un protocole de secte, il va falloir m'expliquer ce qu'est une secte. Alors malheureusement, j'ai présenté la fraternité vraiment au début avec ses défauts et ses qualités. Mais la fraternité qui réagit de plus en plus en secte me poussera de plus en plus à parler de la fraternité comme une secte totale. Non pas parce que je le pense, mais parce que je le constate. Je ne peux pas faire autrement que de le constater. Alors en plus, et là où on peut voir encore les contradictions, c'est-à-dire que dans l'enseignement de Maître Omram, il explique bien
que les médiums, il ne faut pas y prêter attention exactement à peu près pour les explications que j'ai données, c'est-à-dire qu'il y a des médiums qui font des espèces de télépathie plus sur cet aspect ou cet aspect-là, et ainsi de suite. C'est-à-dire des aspects plus télépathiques autour de vous ou des vérités qu'ils soient capables d'aller chercher à un plus haut niveau. Donc ça peut être vrai, ça peut être faux, et Omram disait toujours, il ne faut pas aller voir les médiums. Ceci étant, comme j'étais très ami avec Blagost, qui était la secrétaire personnelle de Maître Omram, eh bien Blagost m'a déclaré plusieurs fois, j'ai passé ma vie à aller voir des médiums. Et je lui dis, mais pourquoi vous allez voir des médiums? Il dit, parce que c'est le Maître Omram lui-même qui m'envoyait voir tel et tel médium pour poser des questions. Donc lui ne se déplaçait pas chez les médiums, mais il m'envoyait perpétuellement, et j'ai passé ma vie à courir chez des centaines de médiums pour répondre, pour poser des questions que le Maître Omram posait. Et voilà. Donc encore une fois, 2 poids 2 mesures. Hein. Si on va aller sur un, vous voyez, si vous voulez que je vous donne d'autres détails sur Maître Omram, continuez, hein, puis on va continuer comme ça. On va continuer à jouer comme ça. J'ai des munitions bien plus que tout ce que vous pouvez imaginer, donc on peut continuer comme ça sur ce triste jeu pendant très longtemps. C'est bien triste, mais tant pis pour vous. Par rapport à la médiumnité, je finirai par rapport à la faiblesse humaine, par rapport à quelque chose. Je pense que la faiblesse humaine est la première à refuser catégoriquement que l'être humain ait des intuitions et de la médiumnité. Et je pense que ça, c'est fanatique. Parce que vous avez pu noter dans votre vie très souvent que vous avez des inspirations, des intuitions, des petits détails. Si vous pensez, vous êtes à un bar, et j'ai encore parlé des filles, vous êtes à un bar, vous êtes en train de boire un café avec des copains à une terrasse, et à un moment, vous tournez la tête, et là, il y a une fille qui vous regarde, forcément, elle est super belle, et ainsi de suite, hein, et quand elle voit que vous la voyez, elle tourne la tête, elle est un peu embarrassée. Si vous essayez d'analyser vraiment cette chose-là, à un moment, votre intuition vous a guidé que quelqu'un vous regardait, et vous avez regardé précisément dans une direction. Donc, nous avons des choses qui sont plus que ce que la société veut déclarer. Vous allez chercher un copain chez lui, vous passez devant le gymnase où il est très souvent, et vous dites « Ah tiens, c'est son gymnase », mais vous allez quand même chez lui. Et quand vous arrivez à la porte, il y a un petit mot qui dit « Rejoins-moi au gymnase ». Et quand vous lisez le mot, j'en étais sûr, je le savais. Oui, vous le saviez, mais vous n'avez pas eu la liberté d'esprit d'écouter cette intuition. Donc, vous avez des choses comme le remote viewing chez des experts. Les Russes ont poussé ça très loin. Ils ont même utilisé ça en espionnage. Et les Américains, qui vous diront que ça n'existe pas, ils ont aussi développé des anti-remote viewing, c'est-à-dire des gens qui étaient là pour essayer de cacher à ceux qui appliquaient le remote viewing, c'est-à-dire l'art de voir ce qui se passe à distance, et ainsi de suite. Donc, en même temps, au commun du mortel, on vous dira que ça n'existe pas, mais en même temps, les hauts gouvernements ont investi énormément d'argent pour ça. Tout comme les Russes ont fait des expériences pour voir jusqu'à quel point 2 télépathes pouvaient se contacter des messages clairs, un dans un sous-marin atomique perdu au fin fond de l'océan et l'autre en Russie. Donc il y a 2 poids 2 mesures, ça n'existe pas, mais on investit beaucoup d'argent dedans. Et puis, il y a l'autre côté. L'autre côté, c'est la croyance des gens qui sont tout aussi fanatiques et qui disent « il n'y a que ça qui existe ». Alors je vais vous donner un exemple que j'ai vécu moi-même pour finir dans une école. Je faisais une conférence et on parlait simplement de la communication, l'art de la joute oratoire et de ce qu'on doit répondre. Et il y a plusieurs personnes qui me posent différentes questions. Et à un moment, il y a même une jeune fille de 18 ans environ qui dit, voilà, imaginons que j'ai une prof de maths et il se passe ça et elle va réagir comme ça, comment je devrais répondre? Alors je dis, mais ça dépend, comment elle réagirait comme ça ou comme ça, elle serait comme ça ou comme ça. Et la dame me donne plus d'éléments, la jeune fille, et puis au bout d'un moment, je lui dirais, ben voilà, vous allez répondre comme ça et comme ça, ce serait la meilleure réponse. Et la jeune fille est là, ah oui, c'est intelligent, quelle que soit la réponse, la question n'est pas là. Et puis au bout d'un moment, ils parlent de la médiumnité. Donc je leur dis, bah écoutez, je vais vous faire une révélation, moi-même je suis un très grand médium. Ah, silence dans la salle. Et puis je me tourne vers quelqu'un et je dis, par exemple, toi, tu as dit que tu n'avais pas de problème avec ta mère, alors qu'en réalité tu as d'énormes problèmes avec ta mère.
Silence. Et la fille, elle a dit, bah, comment vous savez ça? Et puis après, je me tourne vers la fille qui avait posé des questions par rapport à son prof imaginaire, et je lui dis, tu vois ton histoire de prof, c'est pas un mensonge, c'est une véritable histoire qui était arrivée. Et attends, je vais te démontrer. Je fais semblant de me concentrer quelques secondes, je mets ma main sur mon front et je me dis, ta prof en réalité s'appelle Madame Truc Machin. Et la fille se lève, elle dit, c'est fantastique, comment vous pouvez faire ça? Je dis, je suis médium, je suis un très grand médium, je peux voir à travers vous. Et grand silence. Et après, je leur dis, écoutez, la communication, c'est mon métier. Toi, tout à l'heure, quand tu m'as parlé de ta mère, en PNL, tu as pris telle et telle attitude et ton corps a dit le contraire de ce que tu disais. Quant à toi, qui as posé des questions sur ton prof, quand je t'ai demandé des précisions, tu t'es tellement excité dans l'histoire que tu racontais qu'à un moment, tu as dit le nom de ta prof. Tu m'as dit, mais Madame Truc, machin, elle ferait comme ça. Et tu m'as dit le nom de ta prof. Sauf que mon métier, c'est d'écouter ce que tu dis. Les autres, ils n'ont pas fait attention. C'est pour ça que je peux te dire le nom, c'est toi-même qui me l'as donné. Et quand j'ai expliqué ça, vous ne le croirez peut-être pas, et les gens qui étaient là ont dit, non, c'est maintenant que vous montez, vous êtes vraiment médium. Parce que les gens ont besoin de croire. Les gens ont besoin de croire. Et que cela soit dans le refus total, et que cela soit dans la croyance totale. Ce sont deux aspects du même fanatisme, positif et négatif, mais c'est exactement la même chose. Et c'est pourquoi je classe les antisectes et les sectes exactement dans la même famille. Il y a les gens qui devraient comprendre que vous avez le droit d'être tourné vers la divinité. Vous avez le droit d'être tourné vers un haut idéal. Vous avez le droit d'être tourné vers la lumière. Vous croyez peut-être en Jésus, en Bouddha, en Mahomet, en Krishna, en Zarathustra, ou en Taras Bulba, ou dans le Babybel. Je m'en fiche totalement. Ce qui m'importe, c'est pas tellement ce que vous croyez. Ce qui m'importe, c'est ce que vous êtes capable de produire. Est-ce que vous avez plus de force? Est-ce que vous avez plus de courage? Est-ce que vous avez plus de dignité? Est-ce que vous avez plus de capacité d'observation, de discernement, d'intelligence, d'abnégation? Je pourrais juger ou noter votre foi, non pas par le chemin catholique, témoin de Jéhovah, je m'en fiche totalement, mais par l'ensemble de ses qualités. Et il faut bien reconnaître que l'ensemble de ces qualités, dans la plupart des gens qui font partie de membres de sectes, comme la Fraternité Blanche Universelle, que je classe de plus en plus dans une secte, ces qualités-là ne se trouvent pas. Et là, on peut se tourner vers l'enseignement en disant pourquoi est-ce que cet enseignement ne produit pas ces qualités. Et je classe dans les sectes aussi le Vatican. Nous avons le pape d'aujourd'hui qui s'appelle Francis. Et donc, par ce nom et par son action, il se fait passer pour un franciscain. Qu'est-ce qu'un franciscain? C'est quelqu'un qui est tourné vers les animaux, vers les gens pauvres, et donc le pape se présente comme ça. Or, ce pape Francis est un des plus hauts jésuites du monde. Un jésuite, c'est quelqu'un qui fait partie de l'armée de Jésus, qui a été créé par Ignacio de Loyola, qui était un général d'armée, qui s'est retrouvé blessé et qui a visualisé une armée pour envahir le monde de l'enseignement de Jésus d'une façon militaire. Et les jésuites ont un enseignement et un protocole totalement militaire. Il y a même des questions dans l'enseignement de Ignacio de Loyola où il est même dit, une fois qu'on a envahi toute la planète Terre par rapport à l'enseignement chrétien, comment est-ce qu'on pourrait faire pour se tourner vers les autres planètes? Comment enseigner et imposer l'enseignement christique dans les autres planètes? Oui, absolument. Quand on a la foi, on n'a peur de rien. Donc les gens qui sont là devant le pape, comme la DFI, qui prêche l'enseignement débile et ainsi de suite,
pour moi, l'Église, le football, la politique, à la fraternité blanche universelle, les témoins de Jéhovah, les jésuites, ce sont des gens qui font partie de sectes, puisque ces sectes leur ont volé la capacité de bonté, de courage, d'intelligence, de sagesse personnelle, d'analyse, de critique objective, de capacités qu'ils peuvent développer, d'abnégation de force, de courage, de dignité et d'exemple. Toute école qui ne produit pas un homme qui est capable d'améliorer la situation de la fraternité mondiale, de l'humanité, émane d'une secte qui le coupe, secte, ça veut dire couper, qui le coupe de son potentiel d'être humain. Et le potentiel d'être humain, c'est tout ce que j'ai décrit préalablement. Toutes ces qualités qui fait de vous un être exceptionnel. Dans le style que vous pouvez développer. Vous n'êtes pas forcément un surhomme physique, hein. Vous êtes peut-être très intelligent, vous êtes peut-être très très fort, vous êtes peut-être très courageux, vous êtes peut-être... mais je parle de capacité, d'une évolution où l'être humain développe ses capacités humaines. Il n'a pas besoin d'une autorité religieuse, politique ou mystique ou d'interdit ou de sport pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Il agit d'après ses propres valeurs. Les gens qui, pendant la guerre de 39-45, ont fait partie des FFI, les vraies forces françaises d'intervention, étaient des gens qui ne faisaient pas partie de sectes. Malgré les risques, malgré la peur, malgré la crainte, ils se sont battus pour la liberté et la démocratie. Ils ont développé ça d'après leur force, leur abnégation, leur courage, leur intelligence. Aujourd'hui, il y a une soumission totale dans le monde, devant la force politique, devant les forces religieuses, devant les forces anti-sectes, devant les forces de sectes. Et la soumission totale devant toutes ces forces démontre que ce n'est pas simplement la fraternité blanche universelle qui fait partie d'une secte, mais tous les gens qui sont soumis. Personnellement, je ne le suis pas. C'est pourquoi j'ai enregistré tout ça. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Et plus la fraternité blanche universelle essaiera de m'enterrer et de me salir pour démontrer qu'ils sont merveilleux, et plus je sortirai des munitions, et j'en ai encore de nombreuses, pour révéler l'ensemble du jeu de la fraternité. Donc je suis désolé, j'ai été obligé d'aller au-delà du chapitre 17, si traditionnel chez les gens de la fraternité, mais je continuerai à répondre à toute manœuvre et manipulation de la frat qui voudra démontrer que je suis un monstre, pour prouver par ainsi que le maître Omraam Mikhaël Ivanov était un saint. Le maître Omraam Mikhaël Ivanov était un grand homme, un grand sage, mais au regard de certains défauts qu'il avait, il était un homme hautement inspiré, mais il n'était pas un maître, car il ne maîtrisait pas sa vie et son évolution. En tout cas, pas toutes les parties. Ça n'empêche que ça reste un homme très largement au-dessus de la plupart des gens. Parce que si la plupart des gens pourront dire « Moi, je ne suis pas pédophile », oui, mais combien d'autres défauts avez-vous développés et justifiés que le maître Omraam n'avait pas? Donc, maître Omraam avait un énorme défaut, je suis tout à fait d'accord. C'était un monstre pédophile. Au-delà de ça, il y avait de nombreux autres défauts, qui sont les vôtres régulièrement, qui passent discrètement parce que tout le monde les a, donc c'est une normalité, mais qui sont bien plus de défauts que ce que le maître Omraam a pu manifester. Donc cessez de vous cacher derrière un énorme défaut impardonnable de maître Omraam pour dire lui c'est un méchant, nous on est des gentils. Certainement pas. Si vous voulez être des gentils, démontrez-le par votre évolution de liberté, de force, d'indépendance et d'existence.